Patrick Mbeko, qui est écrivain, qui est journaliste aussi, qui est canadien d'origine congolaise. Lui aussi, alors c'était exactement l'invité qu'il nous fallait. Le titre de son livre, qui est tout à fait explicite, c'est « Le Canada dans les guerres d'Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé ». Voilà. Et puis, il y a même une suite. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense que mes prédécesseurs ont abordé la question de manière assez explicite, mais bon, je veux poursuivre sur la même lancée. Le thème de ce débat, si je me rappelle bien, c'est un génocide silencieux. Pourquoi est-ce que malgré tous les crimes qui se commettent au Congo, la communauté dite internationale ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tribunal pénal international pour le Congo, alors que dans le cas du Rwanda, on a mis en place un tribunal pénal international moins de 6 mois après la fin du génocide? Qui sont les véritables agresseurs du Congo? Qui sont les véritables maîtres d'œuvre? Je pense qu'on a parlé, Charles et puis Péan ont parlé du rôle des États-Unis, d'Israël, de la Grande-Bretagne, et moi j'ajouterais aussi le rôle de certains acteurs utilisés par ces puissances comme les Nations Unies ou des acteurs comme le Canada. La question du Congo est assez particulière, elle est assez importante, mais si vous voulez comprendre le silence qui entoure la situation congolaise, il faut avoir les yeux braqués non pas sur le Rwanda, mais sur ceux qui agressent réellement le Congo à travers le Rwanda, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés. L'histoire du Congo est une histoire parsemée de tristesse, parce qu'il faut quand même dire que sous l'ère coloniale, il y a eu, d'après les chiffres belges, près de 10 millions de morts. Nous sommes à l'époque coloniale, hein, à l'époque où on exploitait encore le caoutchouc et l'ivoire. Et je tiens surtout à rappeler que le Congo est un pays très important dans la politique des grandes puissances, notamment des États-Unis. En 1885, vous avez tous entendu parler de la conférence de Berlin. Initialement, cette conférence, en fait, s'appelait la conférence du Congo. Et quand vous regardez, vous essayez un peu d'étudier la conférence de Berlin, vous allez vous rendre compte que le Congo est le seul pays administré par toutes les puissances. C'est le seul pays. Vous allez constater que quand il y a un problème dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Mali ou le Gabon, il y a la puissance coloniale souvent qui intervient, je veux dire la France. Quand on parle des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Ghana, il y a la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure les États-Unis. Mais quand il est question du Congo, toutes les têtes sont là. Il y a la petite Belgique, la puissance coloniale. Il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, les Nations Unies, dont nous allons avoir parlé de rôle tantôt, et en tout cas toutes les puissances. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays important. En 1960, quand le Congo est devenu indépendant, la Belgique n'a pas voulu lâcher la poule aux œufs d'or. Et la Belgique a suscité quelques jours après l'indépendance du Congo une opération de déstabilisation. Je raconte cette histoire parce que cette histoire vous permet déjà cette histoire permet de situer le Congo sur l'échiquier international. C'est très important cette histoire. Parce qu'en 1960, c'est au Congo qu'on déploie la plus grande mission des Nations Unies au monde. Nous sommes en 60. Et encore aujourd'hui, c'est au Congo qu'on a déployé la plus grande mission des Nations Unies. En 60, cette mission des Nations Unies n'a rien fait. Bien au contraire, elle a participé à l'assassinat du premier ministre du Congo de l'époque, Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui encore, la mission des Nations Unies ne fait rien. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'en 1960. Parce qu'on tient à contrôler le Congo, à contrôler ses ressources. On a besoin du Congo et pas de ses habitants. On veut le Congo sans les Congolais. Voilà la réalité. Voilà pourquoi il y a un silence assourdissant quand il est question du Congo. Mais si on martèle souvent, s'il y a une propagande assez importante également sur le cas du Rwanda, c'est en réalité pour occulter
ce que font les acteurs apparents dans la crise congolaise. Je parle d'acteurs apparents parce que je considère le Rwanda et l'Ouganda comme des acteurs apparents. Les acteurs pléniers sont les États-Unis et leurs alliés. Nous sommes agressés, je l'ai dit, par les États-Unis qui se servent du Rwanda et de l'Ouganda. Ils peuvent changer aujourd'hui, ils peuvent trouver un autre État ou d'autres acteurs pour continuer cette besogne-là. Et donc, l'histoire géopolitique du Congo, en fait, je le subdivise moi en deux parties. Il y a la période de la guerre froide, comme l'a dit Pierre Péan, et la période de l'après-guerre froide, donc la fin de la guerre froide. Pendant très longtemps, le Congo était la chasse gardée des Belges, mais surtout des Américains, parce que même si le Congo est une colonie belge, il faut quand même dire que ce sont les Américains qui contrôlaient le Congo et qui avaient placé le président Mobutu au pouvoir. C'était pour faire contrepoids au communisme, comme on le disait. Et donc, pendant toute cette période-là, le président Mobutu jonglait. Il pouvait parfois se moquer des Occidentaux parce qu'il savait qu'il était important dans la stratégie occidentale contre le communisme dans toute la région. Le Congo, en réalité, ne fait pas partie du précaré français. Mais les Français y trouvaient leur compte et eux aussi vont soutenir le président Mobutu pendant très longtemps. Et au moment où nous acheminons vers la fin de la guerre froide, la donne change. Les Américains ont commencé à plancher sur l'après-guerre froide et surtout sur une redéfinition des cartes et d'alliances dans la région des Grands Lacs, donc la région des Grands Lacs africains, donc au cœur de l'Afrique. Et donc quand l'Union soviétique se disloque, c'est la fin de la guerre froide, le mur de Berlin s'effondre, les Américains ont trouvé qu'ils n'avaient plus besoin du président Mobutu, parce que sa valeur utilitaire, il avait perdu sa valeur utilitaire, le président Mobutu. Et donc les Américains vont commencer à plancher en fait sur l'après-Mobutu. Et donc la guerre du Rwanda, dont on a parlé, était en fait un prélude. Le Rwanda servait de tremplin à la déstabilisation du Congo-Zaïre. Mais avant cet événement, il y a eu un autre événement en Ouganda, l'arrivée au pouvoir du président Museveni en 1986, le président d'Ouganda. Il y a une chose que peu de gens savent, c'est que le président Museveni arrive au pouvoir grâce au président Mobutu. C'est le président Mobutu qui l'installe au pouvoir. En 1985, Museveni va voir le conseil spécial du président Mobutu et c'est sur recommandation des services secrets britanniques. Et donc, ensemble, le président Mobutu donne son feu vert, les services secrets britanniques, les services secrets kenyans et les services secrets zaïrois vont plancher et vont porter le président Museveni au pouvoir. Et au sein de l'armée de Museveni, il y avait des Tutsis, des exilés Tutsis. Et donc, une fois Museveni au pouvoir, ces exilés vont réclamer également de reconquérir leur pays d'origine. Parce qu'il est important de savoir que pendant très longtemps, en tout cas avant l'indépendance, le Rwanda était dominé par des Tutsis, c'était l'époque féodale. Et en 1959, il y a eu une révolution sociale Hutu qui a mené les Hutus au pouvoir, et beaucoup de Tutsis sont allés en exil. Et ce sont ces Tutsis-là qui vont se battre aux côtés du président Museveni en Ouganda, et ils vont l'aider à prendre le pouvoir. Et à partir de 1989, puisque les Américains planchaient déjà sur l'après-guerre froide et sur l'après-Mobutu, les Américains, les Britanniques, notamment surtout les Britanniques, vont encourager les Américains vont encourager les forces spéciales britanniques à former, à encadrer les Tutsis qui étaient dans l'armée ougandaise dans une base qui s'appelle Jinja. Et à la même période, beaucoup d'officiers Tutsis vont se retrouver aux États-Unis pour suivre une formation militaire à Fort Leavenworth. Et donc, en 1990, c'est la première opération militaire du FPR, donc le parti des Tutsis qui était en Ouganda. Et donc, c'était le 1er octobre 1990. Le président Habyarimana, c'est-à-dire le président du Rwanda, à ce moment-là, se trouve aux États-Unis. Les États-Unis qui sont en arrière-plan. En fait, le bloc, on lui demande de rester aux États-Unis le temps de permettre au FPR de prendre le pouvoir. Mais malheureusement pour le FPR, les Français et les troupes zaïroises vont intervenir pour les repousser jusqu'en Ouganda. Et les Américains n'ont jamais accepté cette réalité. Et pour les Américains, il était vraiment temps de se débarrasser non seulement du président rwandais, mais aussi du président zaïrois, et surtout d'évincer la France, puisque la France, nous sommes là dans le précaré français. Donc, quand la guerre froide, c'est important de relever ce détail important, à la fin de la guerre froide, quand les Américains veulent se départir de Mobutu, cherchent à se départir de Mobutu,
l'alternative reste la France. Mais il y a un élément important qu'il faut préciser, c'est que la France, à ce moment, ne comprend pas le double jeu américain. Les Français vont exercer d'énormes pressions sur le président Mobutu et même sur le président Habyarimana du Rwanda. Ils vont soutenir Habyarimana, mais en même temps, ils vont lui dire de s'ouvrir au processus de démocratisation. À ce moment-là, les Français ne comprenaient pas en fait que les Américains jouaient double jeu et qu'ils voulaient en réalité les avancer de toute la région des Grands Lacs africains et mettre la main surtout sur le Zaïre, puisque j'ai dit que le Rwanda servait de tremplin. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un homme politique rwandais qui m'a confié qu'en 1992, en pleine guerre civile au Rwanda, les Américains vont les voir, ils leur disent « Écoutez, si vous nous permettez de passer par chez vous pour évincer le Mobutu et faire main basse sur le Zaïre, nous allons demander au FPR de ne pas vraiment vous importuner. » Donc nous sommes en 92. Et cette guerre a commencé avec l'époque de Bush, George Bush père. Et c'est le président Clinton qui va accélérer en fait la mécanique guerrière mise en place par son prédécesseur. Et donc nous avons tous entendu parler du génocide rwandais, de la guerre civile qui a mené au génocide, après l'assassinat du président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et de son homologue burundais, Cyprien Taryamira, le 6 avril 1994. Mais en même temps, quand on parle du massacre des Tutsis, il est vrai que beaucoup de Tutsis ont été massacrés. Mais il est également vrai que non seulement Kagame n'a rien fait pour protéger les Tutsis, mais ces hommes, d'après les témoignages de plusieurs membres du FPR, ont pris part au massacre des Tutsis qu'ils attribuaient aux Hutus. Cela est important, on doit comprendre ça parce que c'est la même stratégie qu'on applique aujourd'hui à l'est du Congo. C'est-à-dire on massacre sous l'uniforme des forces armées congolaises. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous arrivez à l'est du Congo, vous trouvez des populations kivusiennes parce que les FARDC, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc les populations de la région parlent de forces armées rwandaises déployées au Congo. Donc ça vous donne une idée de la stratégie militaire utilisée par Kagame. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de tenter de comprendre pourquoi, malgré les crimes de Kagame, parce que ce sont des crimes qui sont amplement documentés, pourquoi est-ce qu'on se tait? Pourquoi on se tait? Simplement parce que si on essaie de beaucoup gratter sur l'histoire rwandaise ou sur l'histoire géopolitique de la région, très vite, on fait face à l'oncle Sam et à ses alliés. Très vite, on se rend compte du double jeu des Nations Unies qui sont instrumentalisées par les États-Unis. Parce qu'il faut quand même dire que dans le cas du Rwanda, l'assassinat du président Habyarimana a été d'une certaine manière avalisé par le chef de la mission des Nations Unies au Congo qui s'appelle le général Roméo Dallaire. C'est un officier canadien, un héros en Occident, en tout cas pour moi un criminel. C'est ce monsieur qui a aidé Kagame à prendre le pouvoir. Et quand il a comparu au Canada, durant son intervention devant le TPR par vidéoconférence à partir du Canada, il y avait des éléments de l'armée canadienne dans la salle. Pour quelle raison? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a envoyé aussi des messages codés au QG de la défense canadienne à Ottawa. Donc, tous ces acteurs-là sont des gens qui ont travaillé main dans la main avec les États-Unis pour faire main basse sur les recherches du Congo. Et une fois que le Rwanda est déstabilisé, les Américains passent à la prochaine étape de leur plan qui était de s'emparer du Zaïre. Et alors là, Kagame va jouer sur la question des réfugiés. Charles Nana a expliqué comment des millions de réfugiés se sont retrouvés à l'est du Zaïre. Quand les réfugiés sont arrivés à l'est du Zaïre, le président Mobutu, le gouvernement zaïrois en tout cas, voulait les rapatrier au Rwanda. Il y a eu des accords passés, il y a eu une tripartite en tout cas entre le Rwanda, le Zaïre et le HCR pour le rapatriement des réfugiés. À chaque fois qu'on voulait rapatrier les réfugiés, Kagame multipliait des actions au Rwanda pour les dissuader de rester au Zaïre. Parce qu'en fait, cela faisait partie de leur stratégie pour s'emparer du Congo, en prétextant qu'il y avait des génocidaires à l'est du Zaïre. À chaque fois qu'on voulait rapatrier les génocidaires, soi-disant génocidaires, Kagame trouvait toujours des moyens pour court-circuiter
les tentatives du gouvernement zaïrois. Et en octobre 1996, c'est la guerre. Kagame prétend alors intervenir au Zaïre au prétexte de sauver ses compatriotes Tutsis qui sont en danger. Et donc, on pilonne les camps des réfugiés, on bombarde les camps des réfugiés, et la France propose alors la mise en place d'une force d'interposition internationale pour au moins sécuriser les réfugiés et trouver un moyen pacifique pour les rapatrier au Rwanda. Ou même pour stabiliser certains Zaïre. Le Rwanda refuse la mise en place de cette force, les États-Unis aussi. Et pour contourner la proposition française, les États-Unis vont faire appel à un de plus fidèles alliés, à l'un de leurs plus fidèles alliés qui est le Canada. Donc le Premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, après avoir vu les images de réfugiés à la télé, selon ses propres dires, hein, avec sa femme, décide de prendre la tête de cette force multinationale. Or, cela, c'était en réalité, il y a eu des réunions à la Maison-Blanche entre des responsables militaires et politiques canadiens et des responsables américains. Et donc, le jeu était, des Canadiens se proposent de prendre la tête de cette force multinationale pour ensuite la court-circuiter et permettre aux troupes d'invasion de marcher jusqu'au Zaïre. Et ce qui est important de comprendre dans cette histoire, c'est que non seulement cette force sera court-circuitée, il n'y aura plus de force multinationale, les troupes rwandaises vont continuer à massacrer les réfugiés avec l'aide des Américains. Pierre Péan a parlé de la présence des GI sur le territoire zaïrois, mais moi-même, j'ai découvert qu'il y avait des forces spéciales canadiennes. Et pendant ce temps, on signait des contrats avec des rebelles. Les villes tombées ont signé des contrats. Des grandes multinationales canadiennes comme Barrick Gold, des multinationales comme Lundin ou Limefi ont signé des contrats avec des rebelles, avec des gens qui n'étaient même pas encore arrivés au pouvoir. Et donc, cela se poursuivit jusqu'au 17 mai 1997, quand le président Mobutu a été renversé, et le Congo, et les troupes coalisées soutenues par les États-Unis et leurs alliés ont placé une marionnette en la personne de Laurent Désiré Kabila. Et quand celui-ci a voulu renégocier les contrats signés avec ses parrains, ceux-ci se sont retournés contre lui et l'ont assassiné. Et depuis août 1998, c'est le début de ce qu'on va appeler la Première Guerre mondiale africaine. Je n'aime pas vraiment cette dénomination parce que pour moi, il s'agit d'une guerre américaine à travers les Africains, à travers le Rwanda interposé. Depuis cet instant, le Congo vit au cycle des massacres, des viols. Il y a beaucoup de cas d'enfants soldats, des milliers. Les Nations Unies, il y a une mission des Nations Unies qui a été mise en place en 1999, mais cette mission des Nations Unies ne fait rien. On a même découvert que certains éléments des Nations Unies se livraient au pillage des ressources naturelles. Donc, nous sommes là dans une stratégie de chaos permanent, une stratégie de la tension instaurée dans la région, qui permet aux multinationales occidentales de faire main basse sur les ressources du Congo, au Rwanda aussi de faire main basse sur les ressources du Congo, et aussi d'avancer une autre carte, c'est-à-dire l'agrandissement de son territoire, puisque le Rwanda tient à annexer une partie de l'Est congolais. Et pour ce faire, il procède parfois au massacre des populations, au viol systématique des femmes. On parle de plus de 700 000 cas de viol de femmes à l'Est du Congo. Et il y a toujours un silence assourdissant. Et même les rapports des Nations Unies qui sortent, qui sont déjà trop accablants, ne disent pas tout, puisque dans ces rapports, on ne cite jamais l'acteur plénier, les acteurs pléniers. On nous parle toujours du Rwanda, il est vrai, qui joue un rôle important. On nous endort avec le Rwanda, alors que les meurtres d'œuvre sont les mêmes. Parce qu'après Kagame, qui sera le prochain? La Tanzanie? Le Congo-Brazza? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, si on veut aborder la question du Congo, je pense qu'il faut s'adresser, il ne faut pas avoir peur de citer les vrais criminels, en arrière des petits criminels pantins que sont les Rwandais et les Ougandais. Il faut citer les Obama et consorts, ce joueur de basket de Chicago, il faut le citer.
il faut citer le gouvernement du Canada, qui, je tiens à rappeler là, Kagame a tué 2 prêtres canadiens, des prêtres qui n'ont rien fait. On les a tués. Jusqu'à ce jour, le gouvernement du Canada n'a jamais mené d'enquête pour faire la lumière sur ces assassinats. Pourquoi ? Parce que Kagame est le sous-traitant officiel des multinationales et des États occidentaux qui se livrent au pillage des ressources naturelles du Congo. Voilà la réalité. Voilà pourquoi on ne peut pas toucher aux criminels Tutsis au pouvoir à Kigali. Ces criminels qui sont responsables non seulement du massacre des Tutsis au Rwanda, des Hutus au Rwanda, des Hutus au Congo et des Congolais qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais commis de génocide au Rwanda. C'est hallucinant, mais c'est une réalité. Et je pense que le travail qui est fait aujourd'hui par Charles, par Pierre Péan, par plusieurs personnes, dont moi, mérite d'être vulgarisé. Parce que la propagande ne s'arrête pas seulement aux médias. Elle s'attaque au cerveau à travers l'école. Quand vous lisez des thèses sur l'histoire du génocide, c'est hallucinant. On a compris qu'on pouvait laver les cerveaux à travers l'école. Et dans le cas du Rwanda, on ne cesse de nous parler de la croissance économique du Grand Rwanda. On nous dit qu'il y a la croissance économique à 2 chiffres. C'est curieux parce que tout le monde sait que le Rwanda se nourrit du pillage du Congo voisin. Et en même temps, c'est curieux pour ces intellectuels qui parlent de croissance ou de développement quand on sait que ce pays dépend plus de 50% de l'aide étrangère. Sans même quota en bourse. Donc, on se pose de sérieuses questions sur la rigueur intellectuelle de certaines personnes qui prétendent nous enseigner notre histoire. Mais en même temps, c'est important puisque nous sommes en Suisse. Et j'ai un peu lu sur la Suisse, il faut le dire. C'est aussi un pays où on retrouve beaucoup de supporters du FPR. Je sais que parmi les gens qui soutiennent le FPR, il y a des gens qui le font non pas par mauvaise foi, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous ici, nous ne sommes pas là pour faire de la polémique. Nous présentons des faits. Et on doit opposer à nos faits des éléments probants, attestés. Des accusations de révisionnistes ou de négationnistes. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je considère que lorsque l'histoire est falsifiée, la meilleure manière de la corriger, c'est de la réviser. Et donc, je ne vois pas pourquoi on a peur de se faire traiter de révisionniste. J'aimerais d'ailleurs citer... Ah, c'est bon? Ah oui. Pour finir, j'aimerais citer 2 intellectuels américains, Edward Herman et David Pearson. Ils ont dit sur le Rwanda, des mensonges grossiers sont à présent totalement institutionnalisés sur le Rwanda et font désormais partie intégrante de l'idée fausse que les Occidentaux se font de cette période. En réalité, Paul Kagame compte parmi les plus grands exterminateurs de notre époque. Et cependant, grâce à l'extraordinaire assemblage de mythes qui l'entourent, il jouit d'une immense popularité auprès de son parrain à Washington. Et son image de boucher est devenue celle d'un soldat vénéré qui mérite un solide soutien de l'Occident. Pour nous autres Africains, qui tentons de comprendre ce sujet assez pas trop complexe, mais qu'on essaie de compliquer, je dirais simplement ceci, c'est que, comme le disait Diop, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle et se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité comprenne que l'Afrique ne sera plus frustrée, que des idéologues perdront leur temps parce qu'ils auront rencontré des intelligences égales capables de leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. En passant, je tiens à préciser, je ne suis pas journaliste.